Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes ou de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète, le lundi à 20h, le mercredi à 17h et le dimanche à 10h. La web radio Allô la planète est une radio associative qui diffuse plein de belles émissions autour du voyage. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. C'est après un tour d'Europe en van aménagé avec sa femme Caro que Fred se remémore un rêve d'enfant resté dans un coin de sa tête. Partir de France et rejoindre Pondichéry en Jeep. À leur retour en France, ils prennent la décision de réaliser ce rêve. Ils partiront donc avec leur van aménagé et se marieront dans les traditions indiennes à Pondichéry dont Fred est originaire. Ensemble, nous revenons sur le périple complètement fou qu'ils ont fait, en passant par la Turquie et l'Iran, dont ils ont eu un véritable coup de cœur pour son peuple et sa culture perse très riche. Ils partageront avec nous des rencontres qui les ont profondément marqués. Caro et Fred nous racontent aussi, mais surtout, leur galère au Pakistan, alors qu'ils étaient sous escorte militaire et la dizaine de jours qu'ils ont passé à la station de police de Quetta, le temps de réparer leur véhicule. Mais nous parlerons aussi de la disparition troublante et inquiétante de Rouflaquette, leur petit passager à quatre pattes. Ils termineront leur récit par nous raconter leur mariage traditionnel indien à Pondichéry, leur début de confinement en Inde et leur retour express vers la France au début de l'épidémie de Covid-19. Vous l'aurez compris, leur périple n'a pas été de tout repos et j'espère que vous serez tout aussi transportés que moi par leur récit incroyable. Je vous souhaite une belle écoute en compagnie de Caro et de Fred. Salut Caro, salut Fred. Salut. Salut. Bienvenue dans le podcast. Merci de nous accueillir. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, merci à vous d'avoir accepté mon invitation, qui a été suggérée par une de mes abonnées quand même. Ça, vous êtes demandé. C'est la classe. C'est parce qu'on a des histoires à raconter, je pense. Ouais. Je vais commencer par vous demander de vous présenter pour les personnes qui nous écoutent. Donc, votre prénom, votre âge, la ville d'origine et votre parcours pro rapidement dans les grandes lignes. Ok, alors moi c'est Caroline en vrai. J'ai 33 ans. Je viens de Laval qui est la préfecture de la Mayenne. Ouais. Et niveau professionnel, on va dire que j'ai une licence en lettres modernes qui ne m'a pas extrêmement servi puisque après j'ai été animatrice avec les enfants, puis vendeuse en prêt-à-porter, puis un peu tout ce que je trouve au niveau du boulot de toute façon. Et je fais un peu de rédaction web également. Moi c'est Fred. On s'est connus en Mayenne, donc je suis un peu de la Mayenne, mais moi je suis né à Nîmes et j'ai pas mal bougé en France parce que mon père est militaire. Et on est d'origine indienne. Voilà, c'est important de le préciser. Et j'ai 33 ans. Et moi, mon bagage professionnel, c'est dans le domaine de la technique. Mon dernier travail, c'était dans les énergies renouvelables, pour les éoliennes et les champs solaires. Ah ouais, super intéressant, d'accord. Et là, on est en pleine saison, j'ai oublié de le dire, mais on vient de faire une saison, on travaillait en tant que saisonnier au camping, dans un camping. Ah ouais. Et alors, il y a eu beaucoup de monde ? Et ben franchement, il y a eu du monde. Il y a eu beaucoup de monde. Bon, ça fait plaisir. Les gens reprennent un peu une vie normale. Ouais, c'est ça, ouais. Et alors, donc moi, je me questionne un petit peu sur votre background voyage. D'où est-ce que vous vient la passion du voyage ? Est-ce que c'était plutôt dans l'enfance, donc en famille, ou est-ce que vous avez découvert ça, ou est-ce que c'est arrivé sur le tard, justement ? Alors, je pense que c'était un peu chacun de notre côté, mais pour ma part, en tout cas, je voyageais déjà beaucoup avec mes parents. Enfin, beaucoup. J'allais en Inde, tous les 3-4 ans, pour aller voir la famille. D'accord. Donc, on avait l'habitude déjà de bouger comme ça. Et puis, moi, j'avais toujours eu l'envie de
de partir voyager avant même de rencontrer Caro. Et après, quand on s'est rencontrés, il y a eu un espèce de déclic, quoi. Hein. Toutes les barrières un peu qu'on s'était mis, les petites barrières de peur qu'on se met dans nos têtes, en fait, quand on s'est mis ensemble, c'est un peu tombé tout ça, et puis on est parti. Ouais. Ouais, moi je voyageais beaucoup en France en fait avec mes parents, j'allais voir mes grands-parents dans la Creuse. Mon père qui est fan des vélos, on allait beaucoup à la montagne mais la Creuse c'est un des pays hein. Mais c'est vrai qu'on partait oui, c'est un petit peu ouais. On partait pas beaucoup à l'étranger et c'est vrai que j'ai toujours eu cette envie d'aller voir ce qui se passait ailleurs et quand j'ai rencontré Fred, c'est vrai que c'est comme si ces idées de voyage qu'on avait chacun de notre côté, elles prenaient forme ensemble, on va dire. Et vous êtes rencontrés comment? Ou alors là... Dossier? Ça fait 12 ans je le diffuse pas, c'est ça? Si, tu peux. En fait, j'étais à la base, quand on s'est rencontrés, j'étais la petite copine du meilleur ami de Fred. D'accord. Mais évidemment, tout s'est bien passé en tout bien, tout honneur. On était chacun célibataire quand. D'accord. Alors, on s'est mis ensemble au Papillon de Nuit, c'est un festival de musique. Une soirée un peu arrosée aussi, faut le dire. C'était pas forcément prévu au départ. Et voilà, ça fait 12 ans maintenant. Oh, 12 ans, dis donc. Wow. Ouais, et 3 ans de mariage hier. On les a fêtés hier. Ouais. Ah, super. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai vu les photos sur Insta en story, je me souviens. Ouais. Ah, c'est chou. Fred parle donc qu'il y a un déclic au moment où vous vous rencontrez et, autour du voyage. C'est quoi votre premier voyage tous les deux? On s'est dit avec Fred, on avait nos premières vacances ensemble, on s'est dit allez, on prend la route et on s'arrête quand on en a marre. D'accord. Ouais, on a fini à Biscarrosse. D'accord. Et c'est du coup le premier vrai voyage hors de France? Et hors de France, c'était en Tunisie, je pense. Ouais. On était un peu des étudiants qui n'avaient pas beaucoup d'argent et du coup on avait pris un vol full package, pension complète, tu sais, en mode dans un hôtel en Tunisie, enfin un truc qui nous ressemble pas du tout maintenant. Le vrai déclic, je pense, c'est en 2012. On est parti s'installer en Guadeloupe. On avait déjà l'idée du tour du monde en sac à dos, si tu veux, mais on est parti d'abord s'installer en Guadeloupe. On s'est dit bon allez, on va faire 6 mois dans les Caraïbes et puis après on part en sac à dos. Finalement, on y est resté 2 ans dans les Caraïbes. Ouais. Et après, on est parti sac sur le dos en 2014. Je repars un petit peu en arrière. Vas-y. D'où vous vient cette envie de vous expatrier? Vous en êtes tout dans votre vie où vous vous dites bah stop quoi, on arrête, on se barre quelque part quoi, on part habiter ailleurs? Alors, en fait, ça faisait... moi, j'ai toujours été en Mayenne. On avait notre petite, entre guillemets, la petite routine, quoi. Et en fait, je pense que tous les deux, on s'est dit, c'est pas comme ça qu'on envisage la suite. Là, on a déjà nos CDI et tout. Et du coup, on avait vraiment envie de changer d'air, d'être dépaysés. Et puis, c'est comme ça que l'idée de la Guadeloupe est venue. On s'est dit, c'est la France, mais c'est culturellement différent. Le climat quand même, parce que bon, en Mayenne, on n'est pas toujours gâtés quand même. Désolée, mais c'est de mieux en mieux. Non, mais en vrai, ça a été une des raisons. Hein. Ouais. Bah oui, bien sûr. Et ouais, voilà, c'était vraiment cette envie d'ailleurs et d'essayer autre chose, quoi. Donc tous les deux, vous n'aviez jamais vécu à l'étranger, donc c'était une première fois vraiment pour vous deux et une première fois tous les deux, quoi. Oui, exactement, ouais. On s'est dit on y va et puis on verra comment ça se passe, quoi. De toute façon, on était partis genre quelques mois au début et puis finalement... Génial. Et alors après, au bout de combien de temps vous vous dites on se fait un petit tour du monde en sac à dos? Normalement, ça devait être au bout de 6 mois. Et finalement, on est un peu tombé amoureux de l'île et tout. On s'est fait des amis. On a commencé à beaucoup aimer notre vie là-bas. Donc, et puis on avait du boulot aussi. Ouais, on travaillait, des boulots intéressants. Et après, au bout de 2 ans, on prend nos sacs à dos et on part en tour du monde. Ouais. D'accord. Et rapidement, c'est quoi un peu votre circuit? Alors, on a commencé par l'Inde. Donc, Inde du Sud, puis Inde du Nord. Ensuite, on a été en Asie du Sud-Est, Thaïlande, Laos, Cambodge. On est allé au Japon, en Nouvelle-Zélande, et on a terminé en Amérique latine. On a fait Pérou, Argentine, Brésil, et retour en France et retour en Guadeloupe. Ok, donc vous êtes resté combien de temps du coup en Guadeloupe au total? Cumulé, on est resté 4 ans en Guadeloupe. 2 fois 2 ans. Ouais. Ah ouais, donc ça vous plaisait quand même pas mal. En fait, pendant notre tour du monde, on s'est rendu compte que les tropiques, on était vraiment bien quand même, enfin les Caraïbes. Donc on est retourné en Guadeloupe et on a commencé à reconstruire notre vie en Guadeloupe. On s'est peut-être dit c'est un bon endroit pour se poser, pourquoi pas. Et finalement, le goût du voyage est vite revenu. Ouais.
On avait encore une fois des boulots très intéressants, mais le goût du voyage, quoi. L'appel Et puis, du monde, ouais, Ouais. c'était trop On cool. avait goûté au voyage et je pense qu'on était ouais. mordus en fait, quoi. Ah bah oui. De toute façon, c'est le point commun avec tous mes invités. Hein. Vous êtes tous des drogués de voyage. Hein. Il faut le dire. Ouais. Quand on commence à prendre sa petite dose après. Ah ouais, c'est compliqué. Hein. Mais là d'ailleurs, avec le confinement, vous allez tous un peu mal, je crois. Ah ouais, on va vite être en manque, je pense. Alors donc après, qu'est-ce qui fait que vous rentrez finalement? Et ben, donc du coup, on sent les fourmis dans les jambes là, cette envie de repartir. La Ouais. Guadeloupe, c'est magnifique, mais c'est vrai que quand t'as envie de voyager, ça reste une île. Et ouais. C'est quand même petit, tu vois, et puis les possibilités de bouger, elles sont quand même... t'as pas grand choix, quoi. Malgré le fait qu'on aimait beaucoup nos jobs respectifs, on se voyait plus beaucoup au final parce qu'on avait des horaires un peu décalés. Moi, je travaillais tôt le matin, je finissais à 14, 15 heures. Caro, des fois, elle commençait à 13 heures, elle finissait à 21 heures. Ouais. Donc, on avait l'impression de vraiment se croiser et puis c'était pas la vie qu'on voyait. Que vous vouliez, ouais. Donc voilà, il y avait aussi ça. Ouais, il y avait aussi ça. En plus du voyage. Et là, en fait, on s'est dit, c'est vrai que on vient de France, on connaît même pas notre continent, on est parti en sac à dos autour du monde, mais on connaît même pas le continent d'où on vient. On s'est dit, ce serait chouette de visiter l'Europe. Et après, vu qu'on avait déjà testé le sac à dos, et ce qui nous avait un peu manqué dans le sac à dos, c'est cette dépendance au transport en commun, en fait. On peut pas aller vraiment où on veut, en fait. C'est vrai que t'es vite bridé par les trajets qui sont déjà définis. Et là, on s'est dit, bon, pourquoi pas, on pourrait tester le road trip. D'accord, c'est comme ça que l'idée vous vient. Et oui. C'est ça. Donc alors, vous rentrez en France? Oui. Quand est-ce que vous vous mariez? Et ben là, du coup, on rentre en France en septembre. Ouais. On rentre en septembre 2017. Fin septembre, on est mariés et début octobre, mi-octobre, on est parti en road trip. Ouais. Mais en général, quand on a une idée, après, il faut que ça se concrétise. Et ça vous est venu comme ça, comme une envie de pisser, comme on dit ou Alors du coup, la demande en mariage, c'est Fred qui m'a complètement surprise en revenant du tour du monde en sac à dos. Trop chouette. Ouais, je m'y attendais pas vraiment. Sur une plage de Marie-Galante. Ouais, sur une plage. Carrément, bah et donc. Et puis on s'est dit, vu qu'on rentre on va rentrer en France pour se marier. Et ben autant partir, ce sera le point de départ de ce road trip. Et ouais. Donc là, vous vous dites juste, on se fait un tour d'Europe. Oui. Voilà, on est juste sur le tour d'Europe, ok. Oui. Du coup, ça a duré combien de temps ce tour d'Europe et qu'est-ce que vous avez, quel circuit vous avez fait Donc en road trip en plus, première fois en road trip. Ouais, premier road trip, du coup, vraiment, on découvre tout. Hein. Ouais. On a fait le tour d'Europe, il a duré 1 an quand même, et on a ah oui, fait. quand même, dis donc. Ouais. Bon, on prend le temps en général. Hein. Ah ouais, dis donc, c'est chouette. Vous avez pu voir vraiment, profiter de tout, quoi. Ouais, carrément. On a passé l'hiver un peu Espagne, Portugal, sud de la France. Ouais, d'accord. L'Italie aussi, on a traversé. Après, on a traversé l'Italie pendant l'hiver aussi. Et après, on a pris un bateau. De l'Italie, on est parti en Grèce. Après, on a resté un bon mois et demi en Grèce parce qu'on a eu un gros coup de cœur. Ouais. Après, on a fait la Bulgarie, la Macédoine, l'Albanie. Après, on est remonté par le Monténégro, la Croatie. Jusqu'en Slovaquie. Ouais, en passant par la Slovénie. Jusqu'en Slovaquie. Ouais, Slovénie. On est repassé en Croatie, Slovaquie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Allemagne et France. Oh, dis donc. Donc 1 an comme ça sur les routes et du coup, votre ressenti sur cette première expérience de road trip? Bah franchement, on a eu un petit temps d'adaptation parce que le temps de trouver ses marques même dans ce nouvel habitat là, le van, enfin voilà, faut apprendre à vivre dans plus petit avec un peu moins de confort, mais faut que nous on apprenne, mais on voyage avec un chat aussi. Donc elle aussi elle a appris. Non. Notre petite rouflaquette, elle s'appelle. Mais génial. Ouais. Donc vous avez voyagé avec elle pendant 12 mois. Ouais. C'est ça. Ouais, pour le premier voyage en Europe et puis pour les suivants aussi. Faut savoir que la rouflaquette est très attentive. Elle est à côté de nous et elle écoute tout ce qu'on est en train de raconter. Ah bah ouais. On veut s'assurer que vous disiez pas de bêtises. Ouais. Exactement. Oh, c'est trop chou. C'est vrai que pour cette première expérience, on était quand même, on est tombé amoureux quoi de ce mode de voyage. On a vécu des moments quand même, enfin pas évident. Je veux dire, en Italie, on s'est pris un mois de pluie, tu vois. C'était pas. Mais bon, au final, là, vu qu'on était bien même sous la pluie, on s'est dit qu'on aimait vraiment cette façon de voyager, quoi. On partait vraiment de rien et qu'on n'y connaissait rien. Les premiers jours dans le van, mais en fait, j'avais plein de bugs. Je me disais, mais attends, mais
pour aller aux toilettes, on fait comment? Oui. On connaissait vraiment rien de la vie en van. Du coup, même pour se garer, on était là, mais attends, tu trouves comment les spots? On finissait sur des pauvres stations essence et tout. On dormait sur des grands parkings tout moches. Enfin, rien qui correspondait à la van life, tu vois. On était un peu... Ouais. On a appris, quoi. On a appris sur la route. Au Portugal, on commençait à être pas trop mal. Mais en Espagne, déjà, on dormait dans des centres-villes et tout. Enfin, trop bizarre. Ouais. Et au fur et à mesure du voyage, on a pris nos marques et on s'est épanoui, on va dire, sur la route. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'était pas du tout ni sur Instagram, ni sur les réseaux sociaux. Du coup, on suivait personne qui avait un van. Donc, on avait aucune inspiration, en fait. Ouais. C'est ça, ouais. Et puis vous étiez dit, allez quoi, on part et vous étiez pas vraiment posé les questions non plus, finalement. Ouais, exactement. C'est peut-être ça, on n'est pas du genre à... On fait et puis on voit, en fait. C'est génial. Pour tout te dire, le van, on l'avait même pas vu quand on l'a acheté depuis la Guadeloupe. Ah ouais. Mais non. on l'a acheté en Guadeloupe, on l'a vu sur le Bon Coin, on a dit à mon père d'aller le chercher. Ouais, Non, on l'a découvert vraiment quelques semaines avant de partir. On lui a collé un panneau solaire, on a refait la peinture, ça sentait encore la peinture fraîche quand on a pris la route. Puis voilà quoi. Et du coup, alors vous rentrez en France au bout d'1 an. Oui. Ouais. Et là, Fred entre en scène et nous raconte son grand rêve. Même pendant le tour d'Europe, à un moment donné, j'y ai pensé. Oui. Parce qu'en fait, quand on était en Bulgarie, finalement, on était à la frontière de la Turquie. Ouais. On se disait, mais en fait, la Turquie, elle est là, quoi. Et puis, après la Turquie, il y a l'Iran, il y a le Pakistan, il y a l'Inde. Enfin, on se dit que c'est faisable, tu vois. Après, on se renseigne un peu et on se dit, il y a quand même un petit peu plus de préparation. Et moi, j'évoque ce rêve que j'avais un peu perdu dans un coin de ma tête. Et je me rappelle que avec mon oncle, quand j'avais 11-12 ans, il me disait, un jour, on partira de France, on ira jusqu'en Inde avec une Jeep. Je me voyais, tu sais, turban sur la tête dans le désert et tout, machin. Quand j'étais petit, c'était un peu cette idée-là, tu vois. Et au final, j'y suis allé avec mon petit chat, ma petite femme. C'était un peu moins rock'n'roll. Mon Renault Master à l'intérieur, peinturé en bleu turquoise et tout. C'est un peu moins viril, mais n'empêche que t'as évoqué ce rêve et on s'est dit, allez quoi, on y va quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, toi Caro, t'étais vraiment à fond derrière ce rêve aussi, quoi. Ah ben oui, mais en fait, quand tu m'as évoqué ce rêve, je me suis dit, mais faut le réaliser, quoi. C'est son rêve d'enfant. Je trouve ça trop chouette, quoi. C'est génial comme histoire. Tu te dis, t'as réalisé un rêve de gosse. Et donc, dans cette histoire de rêve, le rêve, c'est juste d'aller de France jusqu'en Inde. C'est pas de te remarier une deuxième fois, du coup, avec Caro. Après, une fois que j'avais évoqué le rêve d'enfant, parce que j'avais pas prévu à 12 ans d'être avec toi, Doudou. Ben oui. Puis on pense pas vraiment à se marier à 12 ans, peut-être aussi. Bah non. Et là, c'est venu se greffer, parce qu'effectivement, quand on s'est marié en 2017 en France, moi j'ai une partie de ma famille qui est en Inde, qui a pas pu venir pour cause de visa ou de finances. Et on s'est dit, on va refaire une cérémonie en Inde en arrivant. Trop cool. Ouais. Voilà. Et alors là, du coup, c'est combien de temps après après ce tour d'Europe que vous repartez de nouveau? Bien, en gros, je crois qu'on est rentré en octobre 2018 du Tour d'Europe. On a passé l'hiver en fait en France pour réaménager totalement notre van parce que là, on savait exactement ce qu'on voulait et ce qui n'avait pas été pendant le Tour d'Europe. Et ouais, en fait, c'était aussi un petit un crash test, quoi, en fait, ce road trip. Bah ouais, je crois. Ça vous permettait après de voir ce qui avait été bien, ce qui n'avait pas été bien et de pouvoir rectifier le tir pour le prochain road trip, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Bah ouais, comme on disait, on n'y connaissait rien du tout. Bah alors, on l'a testé pendant 1 an. On a vu que l'isolation était pourrie. On a vu que il manquait plein de choses. On a vu qu'au Pakistan, potentiellement, on allait être en plein hiver, donc il allait falloir au moins un chauffage. Enfin, ouais, on a réadapté le camion, quoi. Et puis on est parti au mois de mai. Au mois de mai 2019. D'accord, ok. Et combien de temps vous prévoyez ça pour faire France-Inde comme ça? Alors au début, en fait, on n'avait pas vraiment prévu de timing. Et puis quand on s'est dit quand même, vu qu'on va se marier, vu qu'il y a des gens qui veulent venir à notre mariage, il faut quand même qu'on prévoit un peu une deadline. Mais des gens de France qui voulaient venir en Inde? Oui, on avait des copains qui voulaient venir. Il fallait que ta famille aussi, elle soit au courant pour fixer une date pour le mariage. Et du coup, on s'est dit, c'était fin février, fallait qu'on soit
à Pondichéry, donc au sud de l'Inde. Je précise parce que l'Inde est un grand pays, donc même quand t'arrives en Inde, t'es pas arrivé au bout, quoi. T'es pas arrivé encore. Et donc voilà, c'était ça, la deadline. Ouais. Oh bah c'était le 29 février. Enfin, on avait fixé à peu près fin février, tu vois. Du coup, qu'est-ce que vous prévoyez pour ce périple cette fois? Des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé avant et des choses dont vous auriez peut-être besoin du coup là-bas à votre arrivée pour le mariage. Qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce qu'on a prévu, Doudou? Parce que nous, on n'est pas du genre hyper prévoyant, je pense. Non. Donc là, les seules choses, si on savait au niveau de la paperasse quand même, de Ah oui, il y a quand même des choses à prévoir. Ouais, pour traverser Ouais. l'Iran, le Pakistan et l'Inde, faut faire son carnet de passage en douane. Oula. Ouais. Donc c'est quelque chose que tu prépares avant quand t'es en France. Bah, tu peux même le faire sur la route, hein, mais t'es obligé de l'avoir pour passer ses frontières. Donc fallait au moins prévoir ça. Ok. Le carnet de passage en douane, c'est un document qui permet de certifier aux douanes locales que t'es pas en train d'en fait de importer un véhicule étranger dans leur pays. Ce carnet de passage, tu dois donner une caution en France, ils encaissent, qui est équivalent à 100% de la valeur, 150% de la valeur du véhicule. Ouais. Oh la C'est un vache. budget, hein, t'es obligé de le prévoir, ça, pour le coup. Ouais. Ouh là là. En plus, et en fait, tu récupères cette caution quand tu ramènes ton véhicule en France. Donc à chaque fois que tu traverses, par exemple là sur notre route Iran, Pakistan et Inde, il faut que tu aies ton tampon entrée et ton tampon sortie sur le carnet de passage. C'est extrêmement important. Donc ça, oui, c'est le truc à prévoir, vraiment. Ah mais ouais, c'est clair. Bah après, j'ai envie de dire Après, on s'est que... quand même renseigné sur tous les visas qu'il allait Ah oui, falloir avoir, mais on savait qu'on pouvait les faire sur la route, tu vois. On s'est juste renseigné les prix un petit peu, tout ça, on a regardé. Et puis on a regardé vite fait un itinéraire dans les grandes lignes. Genre, quel pays on va traverser, mais on n'a pas vraiment fait d'itinéraire dans les pays. Ah ouais, dis donc, vous aimez bien improviser quoi. oui, un petit peu, ouais. Ouais. On aime bien se laisser guider. Ouais, Et on aime depuis bien se toujours laisser c'est comme ça ou c'est venu au fur et à mesure de vos voyages ça? Non, je crois qu'on a toujours été comme ça. Pourtant, on essaye d'être de plus en plus organisé, mais ça doit pas faire partie de... on se rend compte qu'on fait pas du tout ce qu'on a prévu, donc on rencontre Vous avez- quelqu'un qui nous emmène ailleurs, ou, enfin Ouais. on fait Vous toujours laissez un peu vraiment au feeling. porter quoi. Oh, c'est Ouais. Oui, chouette. oui, oui. Pour votre arrivée à Pondichéry, est-ce qu'il y a déjà des choses de prévues au niveau du mariage? Il y a quelque chose que vous aviez dû peut-être planifier quand même pour la cérémonie ou c'est vraiment une fois arrivé que vous avez commencé à tout organiser? Alors, honnêtement, Encore nous, une fois? nous, on n'a rien, en fait, on n'a vraiment rien organisé. On a vraiment laissé, c'est la famille de Fred qui est... Mais parce que je pense que d'une, ça se fait beaucoup dans les mariages indiens. Et puis en Que plus, la ça leur... famille Ouais, que la famille le fasse? gère, on va dire, D'accord. organise, ouais. Et puis là, je crois que ça leur tenait à cœur aussi de plus gérer cette partie-là pour nous, quoi, en fait. Ça leur faisait vraiment plaisir. C'est génial, au moins ça vous évite le stress de l'organisation. Ah bah oui, Ouais. oui, oui. Et puis ma famille a beaucoup apprécié parce que en tant qu'Indien, moi je suis un peu hors des codes, on va dire. Dans la culture indienne, tu vois, en Inde t'as encore un peu les mariages arrangés et tout ça. Et là que je Ouais. leur laisse quelque chose, tu vois, qu'ils puissent organiser mon mariage, ça leur a vraiment fait plaisir pour le coup. Ok, je vois ce que tu veux dire, ouais. Alors, donc, ce périple, vous partez donc. Oui. Eh ben, à vous de me raconter ce qui vous est arrivé pendant votre voyage, donc les moments forts, les moments de galère, les rencontres peut-être, des rencontres qui vous ont marqué aussi. Ouais. Alors ce périple, il était vraiment incroyable. Je pense que on n'aurait pas pu rêver mieux, que ce soit dans les paysages qu'on a pu voir, les expériences qu'on a vécues, les rencontres incroyables qu'on a faites. Ça a été d'une richesse Ouais, incroyable. incroyable. Donc enfin vraiment du début, j'ai envie de dire à la fin, ça a été que crescendo. On peut parler des rencontres, de quelques rencontres qu'on a faites et qui nous ont marqué, parce que c'est vrai qu'en Europe, c'est ce qui nous a un peu manqué, les rencontres avec les locaux. Et là, sur ce voyage, que ce soit en Turquie ou en Arménie ou en Iran, on a vraiment fait de belles rencontres. Dans le sud de la Turquie, à la frontière syrienne, on était en train de se balader dans un village qui était un petit peu touristique.
Et puis on se baladait et on voyait des enfants qui faisaient que de nous regarder, même des triplés en plus. Ils faisaient que de nous regarder, ils rigolaient. Et puis à un moment donné, il y a papa qui vient nous voir, qui parlait un petit peu anglais et qui nous dit une de mes filles parle un peu anglais, est-ce qu'elle peut parler avec vous? On accepte volontiers. Elle papote avec nous, elle nous demande si on peut prendre une photo. Et après, le papa, il nous dit, écoutez, nous on habite à 1h30 de route d'ici, est-ce que ça vous dit de venir manger à la maison demain soir? Ah, génial! Ouais. Alors nous, Comme ça, quoi. Oui, comme ça. nous on a pris l'habitude de dire oui Oui. aux invitations. Et D'accord. on a dit pas de souci, on vient. Tu vois, pour te dire qu'on se laisse guider sur la route, là c'était à 1h30 de route, on s'est dit pourquoi pas, on y va. On n'avait rien de prévu de toute façon. Et au final, quand on a débarqué le lendemain, on a bien compris qu'ils nous invitaient pas juste pour un repas, mais qu'ils voulaient qu'on reste un peu plus longtemps. Et ils nous ont accueillis pour une semaine, hein. Bah oui. C'est pas vrai. Ah bah oui, si. Vous pouviez plus partir. Ah bah ouais, là je crois que mais c'était une Vous super avez adopté. expérience. C'était une famille de réfugiés syriens en fait. Ouais. Ah, ok. Donc qui avaient vécu des choses très 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 dures horrible, ouais. et qui ont été du coup réfugiés en Turquie et pourtant là ils nous ont tout partagé. On a passé une semaine de folie chez eux. Nous on voulait absolument faire quelque chose, tu vois, acheter à manger, leur acheter des choses et tout. Et à un moment donné le papa il m'a pris à part et m'a dit écoute, ici on est chez moi je m'occupe de toi. Un jour peut-être je viendrai chez toi, tu pourras m'offrir des choses et tout ça, mais tant que tu seras chez moi, c'est moi qui t'offre. Ouais. Et il m'a dit c'est dans ma culture. C'est presque mal vu limite de vouloir leur offrir des choses. Ouais, carrément. Ouais. S'ils t'invitent chez les Syriens, c'est comme ça. S'ils t'invitent, c'est eux qui t'invitent vraiment et qui s'occupent de toi et qui t'offrent tout, quoi. Donc, ne t'avise surtout pas de leur offrir quelque chose. Ouais, non. Bah non. On a vécu des moments hors du temps à ce moment-là. Je me retrouve devant l'épicerie d'un de ses amis à boire le thé avec toute une partie de la communauté syrienne pendant que toi, Caro, t'étais avec les femmes. Ouais, moi j'étais avec les femmes. Je voyais que en fait c'était différent quand on était qu'entre filles. C'est vrai que ça se lâchait un peu plus. On discutait. Mais c'était vraiment un autre rythme. C'était hors du temps. On découvrait quelque chose. C'est absolument incroyable. Ouais, c'est cette petite famille. Donc ça, c'est une rencontre qui vous a le plus marqué? Ouais. Ouais, mais il y en a eu beaucoup. Ouais, il y en a eu d'autres, putain. Ouais. Il y a eu des choses... Faut savoir qu'en Iran, c'est pareil, t'es invité tout le temps, en fait. Enfin, je pense que c'est un des pays où l'hospitalité, je pense que là, le niveau, il atteint des sommets. C'est dur de concurrencer l'hospitalité iranienne. C'est une phrase que j'aime bien dire parce que les Iraniens, ils m'ont souvent posé la question, qu'est-ce que vous pensez de l'accueil iranien? Et j'aimais leur dire que on a rencontré énormément de gens accueillants à travers le monde, mais un peuple entier, c'était super rare, quoi. Et là, vraiment, on avait cette sensation que tous les gens qu'on rencontrait, ils nous voulaient du bien, ils nous demandaient tout le temps, ils nous disaient tout le temps bienvenue dans mon pays, merci d'être venu. On allait chez le mec qui vendait des cartes SIM là, de téléphone. Oui. On va lui demander est-ce que vous vendez des cartes SIM? Oui. Alors on prend une carte SIM pour le téléphone et on lui dit est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut laver notre linge? Et il me dit attendez, j'habite à côté, venez à la maison, tu vois. Ouais. Et on a été laver notre linge chez lui, il nous a dit non mais je ferai sécher, allez vous balader, c'est une ville touristique. Mais non, allez visiter la mosquée, je vous sèche votre linge et tout, machin. En Iran, on t'offre à manger, on t'invite à boire le thé, on t'invite à rester des jours et des jours. Tu sors de chez quelqu'un, il y a le voisin qui voudrait aussi t'inviter. En fait, tu pourrais rester toute ta vie en Iran parce que ils sont tout le temps en train de t'inviter, quoi. Là, j'ai tous leurs visages là qui me reviennent en tête, c'est ouf. C'est incroyable. Il y a eu tellement de monde, tellement de gens chez qui on a partagé un repas, on est resté dormir dans plusieurs appartements, des maisons, une école de musique là dans le sud de l'Iran où ils nous ont invités à un concert. On était en loge, en endroit VIP, regarder un concert traditionnel. Après, ils nous ont invités à manger, ils nous ont fait visiter l'école de musique. C'était une richesse. Oh là là. Ouais, en fait, l'Iran, vu que les gens ont du mal ne peuvent pas vraiment voyager à cause de leur passeport et de leur nationalité, hein, c'est clairement ça. Ils ont envie, quand toi tu viens dans leur pays, ils ont vraiment envie de te montrer comment c'est, quoi, comment ils sont. Et ils donnent tout, quoi. Ils donnent absolument tout pour que tu repartes avec l'image de ce pays comme elle est vraiment, quoi. C'est ça, ouais. Et pas comme celle qu'on nous renvoie un peu partout dans les médias ou.
Ouais. Et d'ailleurs, vous aviez quelle image de l'Iran avant d'y aller? Parce que ça a l'air d'être, enfin voilà, ce que vous dites, c'est un peuple hyper hospitalier, hyper gentil, quoi, hyper avenant, quoi. Et vous aviez pas du tout cette image? Ben si, nous on avait quand même, on avait entendu parler quand même que le peuple était très chaleureux. Après, on s'attendait pas à ce que ce soit à ce point-là. D'accord, ouais. Mais c'est vrai que On bosse beaucoup sur les retours de voyageurs, nous. ouais, vu qu'on avait croisé quelques voyageurs en Europe qui revenaient d'Iran et qui nous avaient cité cette hospitalité, on s'y attendait un peu, mais à ce point-là, on n'aurait jamais imaginé. Et par contre, on avait vraiment un vrai attrait pour l'Iran, quoi. On n'avait pas du tout de stéréotypes ou parce qu'il y en a plein qui nous disent mais vous êtes fous, c'est dangereux. On n'avait pas du tout cette notion-là, nous. On savait que le gouvernement était très particulier, mais c'est tout. La population, on n'avait aucune crainte, ouais. Et on a été même, enfin, je savais que ça allait être un peuple qui était d'une culture super riche, quoi, la culture perse. Mais je pensais pas qu'on allait croiser autant de gens aussi intéressants, tu vois. Ils sont hyper éduqués. On a rencontré énormément d'artistes, des écrivains, des musiciens, enfin, des gens hyper intéressants, quoi. Enfin, t'as compris, l'Iran, ça a été un espèce de coup de cœur quand même. Ah ouais. En même temps, on a eu des coups de cœur un peu partout sur ce périple. C'est chouette ça, franchement. Vous gardez que des bons souvenirs quasiment, quoi. Ouais, on a des souvenirs. Bon, on a eu quelques galères, mais là... Bah, on fait les galères après? Ouais. Parce que je suis obligé de parler de Saïd. En fait, Saïd, c'était un policier de la station de police à Quetta, au Pakistan. Et c'était au moment, c'était un peu le moment où on était un peu au fond du seau parce que notre véhicule, il était complètement en vrac et tout ça. Et il faisait moins 10 degrés, il neigeait, on n'avait pas le droit de sortir de la station de police parce qu'on était dans une zone un peu à risque. Et voilà, on était au fond du seau. On n'avait pas le moral au top, quoi. On n'avait vraiment pas le moral au top. Et lui, il l'a vu. Ce mec, Saïd, il avait une empathie. Mais j'ai rarement vu ça, une telle empathie. Le mec, je le voyais, il était presque plus touché que nous de la situation. Et il a dit, il a trouvé les mots justes. Il nous a dit, écoutez, ça fait partie du voyage. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous êtes en train de vivre un truc de fou. Asseyez-vous, je vais vous ramener du thé, je vais vous ramener des samoussas, on va discuter. Et on va trouver une solution. Et on trouvera des solutions, tu vois. C'était pas du tout un gradé ni quoi que ce soit. C'était le gars, il gardait la porte de la station de police. Mais c'était un des seuls qui parlait anglais. Donc, à force de rencontrer les voyageurs, il avait appris à parler anglais. Et c'est vrai que ce petit bonhomme-là, il était pas très grand, aussi grand que moi, je pense. Et il avait ce sourire incroyable et les mots tout le temps réconfortants. Et c'était incroyable venant de cette personne qui est juste à la station de police de Quetta et qui est là, quoi. C'était incroyable. Et juste une petite question, vous avez croisé beaucoup de Français sur votre route? Eh ben, on n'a pas rencontré beaucoup de Français. Il faut savoir que sur cette route, elle est pas si empruntée que ça, donc tu croises les mêmes voyageurs, en fait. Et nous, en l'occurrence, on savait il y avait un autre couple de Français qui était sur la route, qu'on croisait de temps à autre, et il y a notre ami, enfin aujourd'hui c'est notre ami, Shams, qu'on a rencontré en Géorgie, qu'on a retrouvé en Iran, et qui a fait la route avec nous jusqu'à Pondichéry. Ah ouais? Ouais, où il est venu assister à notre mariage, quoi. Oh, mais c'est génial! Ouais. Et alors maintenant, vous allez pouvoir nous raconter vos galères? Alors, nos galères. On sait que les galères, ça fait partie du voyage. Ça, on en est très conscient. Et je pense que la plus grosse frayeur qu'on ait eue, c'est quand on a perdu notre chat. Oh non. Ouais. On a perdu Rouflaquette. On avait prévu, on s'était dit que potentiellement le véhicule il pouvait mourir. On avait prévu qu'on pouvait avoir tout plein de galères et on était prêt mentalement à les affronter. Mais on n'a jamais on s'est dit que potentiellement on pouvait perdre notre chat, tu vois. Et donc ça a été le moment, on peut le dire, le plus dur du voyage. Ouais, psychologiquement, ça a été le plus dur. Parce qu'en fait, vous la laissiez sortir se promener. Qu'est-ce qui s'est passé alors exactement? Donc, faut savoir que Rouflaquette, quand on arrive sur un spot, si c'est en pleine nature et qu'il y a pas, on n'est pas à côté d'une route ou quoi que ce soit, elle sort, elle fait sa vie, elle reste toujours dans les environs du van et voilà quoi. Et là, en fait, on était en Turquie, donc au milieu d'un lac salé, donc une grosse étendue blanche en gros, pour un peu poser le décor. Et en fait, au coucher du soleil, Rouflaquette qui était partie se balader, elle était toujours pas rentrée au camion. Et ça, on sait que c'est pas normal. On se dit potentiellement, bon,
elle est partie se balader, elle va rentrer dans la nuit ou demain matin. Bref, on laisse la porte latérale ouverte. Et le lendemain matin, elle est pas là. Ouais. Et là, on commence un petit peu à paniquer, tout en se disant qu'elle peut encore rentrer. Mais bon, on commence à chercher, tu vois. Mais c'est un désert. Tu vois quand même loin la ronde. Ah Il y a ouais, on juste la voit pas du tout, quoi. Ouais. une route, et de chaque côté de la route, il y a un monticule de rochers de chaque côté. Ça fait comme une grande digue, en fait, on va dire. Voilà. Une route sur une digue. Et c'était le seul endroit, potentiellement, où elle pouvait se cacher si elle était cachée, quoi. On a cherché pendant 3 jours et 3 nuits. Ouais. 3 jours. Oh Trois là là. jours et 3 nuits, Franchement, non-stop. c'était battu. À ce moment-là, les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés parce que, pas dans le sens où il y a des gens qui sont venus nous aider ou quoi, mais plus dans le sens où on a eu un soutien énorme, Ouais. mais vraiment énorme. Plein de messages de gens des vétérinaires qui se sont dit ouais, les chats, ça fonctionne comme ci, comme ça. Mettez, super, ouais. tu vois, un gros soutien. Puis un soutien moral parce que c'est vrai qu'on était tout seul au milieu de notre désert, on se sentait vraiment seul et juste le fait d'avoir des messages, ça nous faisait du bien, ça nous reboostait, ça nous donnait, enfin voilà, ça nous mettait du baume au cœur, quoi. Mais alors, où est-ce qu'elle était, cette pépette? Bah ouais, elle était en fait, donc on a cherché, on a fait des kilomètres à pied. On a cherché de manière méthodique, hein. Oui. On était là, on tournait autour du camion, on faisait 50 mètres, après 100 mètres, après 200 mètres, et à chaque fois on faisait une barre sur le sol pour dire voilà, ici on est déjà passé, on a fouillé comme des fous. Et en fait, à un moment donné, à 1 kilomètre du véhicule, 1 km 6. non, à 1 kilomètre oui. du véhicule, je trouve des traces de pattes au sol. Déjà, il y a des traces de pattes de renard partout. Alors les Turcs, qui n'ont pas l'habitude d'avoir des animaux de compagnie à cet endroit-là, ils nous ont dit ouais, à tous les coups, elle s'est fait bouffer par un renard. Et nous, on était là, mais arrêtez les gars. Ouais. Le truc qui se remonte bien Ça le fait moral. plaisir, tu sais. Et nous, on s'est dit Ouais, non, c'est c'est pas clair. possible, on aurait trouvé Des poils, du sang, je sais pas moi, mais ouais, voilà. des traces, quoi. Donc on voyait des traces de renard effectivement un peu partout. Et à un moment donné, on voit des traces de patounes de chat et là on se dit ah, ça c'est Rouflaquette, c'est sûr. Et donc là, c'était 1 kilomètre du véhicule et on s'est dit bon, on marche dans cette direction. S'il faut, on va jusqu'à la ville, on marche 10 kilomètres dans cette direction, on s'en fout, on va essayer de tomber dessus, quoi. Et à 1 kilomètre 6, toi t'étais en train de crier son nom un peu. Ouais. Mon truc c'était Rouflaquette, toujours comme ça. Et Ah au bah final, oui. à un moment donné, j'ai entendu miaou. Ah. Et là, mais j'ai sauté, j'ai hurlé, j'avais les larmes. Fred, il me croyait pas, il me dit attends, t'entends des voix parce qu'à force de l'appeler pendant 3 jours, 3 nuits, on pensait qu'elle était partout. Bah ouais. Mais non, c'était bien elle. Et en fait, elle était coincée sous les rochers. Elle a dû avoir peur de peut-être d'un renard ou de quelque chose. Elle a été se cacher derrière les rochers. Elle est restée Oh. coincée en fait. Mais coincée, tu veux dire qu'elle arrivait plus à sortir? Ouais, elle arrivait plus à sortir. Il a fallu qu'on enlève des pierres pour la sortir Ah de là. d'accord, ouais. Oh, purée. Ouais. On a vu sa petite tête sortir, là j'ai enlevé un rocher, 2 rochers, c'est 3 rochers, mignon. après j'ai vu sa tête, toc. Ah mais Et elle a... c'était un des moments les plus forts du voyage aussi. Hein, Ouais. Et elle avait rien. Elle était pas blessée. Enfin, voilà. Juste coincée, quoi. Ouais. Ouais, juste coincée, petite mère. Donc ça a été la plus grosse frayeur. Mais du coup, ça savait même pas combien de temps elle est restée coincée, quoi. Bah non, c'est vrai qu'on sait pas. Non, mais elle a dû rester coincée 3 jours parce qu'elle serait rentrée au camion. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que c'était Ouais. vraiment... Oh, la pauvre. Oui, bah après, elle était beaucoup moins aventurière après. Nous, on était un peu moins confiants aussi. On faisait un peu plus attention. Ouais, après, Ouais, j'évitais de donc la tant laisser mieux, quoi. sortir de nuit. Ouais. Pour pas qu'elle aille chasser. Donc ouais. Voilà la grosse peur. Et après... En termes de galère, bah, il y a, en fait, notre véhicule aujourd'hui, enfin, le véhicule, le Renault Master, avec lequel on est parti en Inde, aujourd'hui, il est mort. Il est plus en état de fonctionner. Et il est mort au Pakistan. Ouais. Il est mort au Pakistan. Donc là où vous étiez avec Saïd. Avec oui, quand on a rencontré Saïd, ouais. Ça. Mais avant qu'on rencontre Saïd, en fait, t'as toute une partie. Tu pars de la frontière iranienne jusqu'à Quetta. On va dire, t'as 5 jours de route. Ouais. Où t'es sous escorte. T'es sous escorte militaire parce que c'est une ouais. zone qui est, enfin, je pense, une zone qui est réputée dangereuse. Voilà. Mais c'est une zone qui est réputée dangereuse, mais quand on demande un peu aux militaires, ils disent que l'escorte c'est surtout pour que nous on n'aille pas à faire qu'on n'aille pas trop voir ce qui se passe dans les environs. Non mais c'est vrai d'accord. C'est quand même à la frontière de l'Afghanistan à un moment donné, et je pense que t'as des chemins qui partent et tu peux s'il faut te retrouver là où il faut pas, quoi. Donc voilà, ils nous escortent jusqu'à Quetta, et ça c'est le gouvernement qui le met en place.
c'est complètement gratuit. Et On le dit parce qu'il y a beaucoup de Français qui nous demandent, mais c'est gratuit l'escorte? Oui, oui. Et du coup, en fait, c'est quelque chose que vous préparez avant pour Eh bien non, l'escorte, ou c'est que quand vous arrivez et là on vous trouve une escorte? c'est ça. Quand t'arrives, on te prend en charge directement. D'accord, ok. Ouais, c'est pas un truc de programmer, de planifier avant, quoi. Non, non, pas du tout. non, il y a des gens, ils sont là pour ça. Mais alors, du coup, vous êtes resté combien de temps sous escorte? Et ben du coup, nous on est resté longtemps parce que vu qu'on est tombé en panne pendant l'escorte, Du coup, il reste avec vous, quoi. Il reste aussi bloqué, quoi. voilà. Donc Alors attends, parce que nous, en fait, premier jour d'escorte, ça va. Deuxième jour, il se met à pleuvoir, mais un truc Oh de là fou. là. Et là, moi, je le sens pas trop, tu vois. Je vois l'eau qui monte sur les routes et tout ça, et je fais pas terrible pour le camion. Mais bon, l'escorte, ils nous mettent un peu la pression, ils nous disent faut y aller, faut y aller, faut y aller. Et Ah donc oui, on d'accord. part et on traverse des rivières. On fait que ça. enfin des rivières, Créées par les inondations. oui, voilà. On traverse des Ah rivières. ouais. Je crois qu'on en a traversé une quinzaine. Ouais, même plus. La route était vraiment dans un état pitoyable, quoi. On a dû, à un moment donné, il y avait un camion qui était renversé au milieu de la route, donc impossible de passer. Mais il fallait trouver une solution parce qu'on ne pouvait pas rester là au milieu de nulle part. On a réussi. On n'a pas du tout des 4x4. On a des Renault Master de base. Il y avait Shams qui était avec nous. Ouais, notre ami. Et en fait, il y avait un camion complètement de travers. Ça crée un embouteillage et tout ça. Et en fait, sur les côtés de la route, c'était de la boue. C'était du sable. Du sable, ouais. Du sable. Devenu un peu boueux avec la pluie et tout ça. Et on a pris un élan de malade. On a tracé dans la boue et tout comme des oufs. Et on a fini par remonter sur la route de l'autre côté. Et là, c'était, enfin, bref, on lui en a mis plein la gueule à notre petit véhicule. Et à un moment donné, pendant qu'on traversait une rivière, le moteur, il s'est arrêté complet. C'est terminé. Ouais. Donc là, j'ouvre ma portière, je saute dans l'eau, je regarde sous le capot et tout. Bon, je vois rien de spécial comme ça. L'escorte, ils voulaient pas nous tracter, quoi. Ils avaient un pick-up, mais ils avaient peur d'abîmer le pick-up, je pense. Donc ils voulaient qu'on avance, mais ils voulaient pas nous aider. Donc justement, j'allais vous demander comment ils sont avec vous, en fait. Mais ouais, ils vous escortent, quoi, et c'est tout, en fait. Ouais, voilà. Ouais, ils sont gentils, hein, tu vois. Oui. On papote et tout, machin. Mais là, voilà. là, dans cette situation, tu sens qu'ils sont un peu, je sais pas. Ils avaient pas vraiment pas envie d'abîmer leur véhicule, je crois. C'est qu'après, peut-être qu'ils seraient emmerdés s'ils se retrouvaient aussi à l'avoir pété, quoi. Ouais, je pense qu'il y a de ça, hein. Puis pouvoir vous escorter après. T'as senti qu'au niveau du matos, ils sont pas non plus au top niveau. Ouais, bah oui. Et donc, du coup, c'est notre ami Shams qui, avec son Renault Master un peu plus récent que le nôtre, on les a accrochés l'un à l'autre. Et il nous a d'abord remorqués jusqu'au checkpoint le plus proche. Et là, je me suis dit, bon, je vais peut-être réussir à le bricoler. Donc, j'ai commencé à chercher un peu d'où pouvait provenir la panne. Et c'était toujours compliqué de voir. Je pensais qu'il y avait un problème d'injection, tout ça. Bon, j'y arrivais pas. Et le lendemain, en fait, on a raccroché notre camion à celui de Shams. Et là, accroche-toi parce qu'on a fait 250 km tracté comme ça. Mais non. Et ça fait combien de temps de route on a mis? On a mis presque 12 heures. Non, non. Si, 12 heures de route. En fait, c'était vraiment une aventure parce que donc pendant cette escorte, il y avait notre ami Shams, il y avait nous en Renault Master et on était avec un couple d'Autrichiens qui étaient en moto. Donc moi, j'étais sur la moto avec le garçon du couple. On indiquait au garçon qui était, aux deux Renault Master, on indiquait quand il y avait un dos d'âne ou quand il y avait un danger pour qu'ils ralentissent. Eux avaient mis au point un langage des signes pour se dire quand fallait accélérer ou ralentir. Il faut savoir que tu es sur des routes du Pakistan, dans les montagnes, avec des camions qui roulent, c'était hyper dangereux, mais on n'avait pas d'autre choix que d'avancer, en fait. Et nos camions étaient attachés avec ma slackline. Ouais, avec la slackline. Donc, c'est juste une sangle, quoi. Et du coup, fallait que je freine en même temps que lui. Quand il accélérait, ça faisait des à-coups, tout ça. Et oh, mais dis donc. C'était hyper donc fatigant. 12 heures de concentration absolue, quoi. Ouais, c'est ça. Et on a fini par arriver à Quetta, où on est resté bloqué, du coup, 10 jours le temps de réparer plus ou moins notre Renault Master, mais on a bien senti qu'il était réparé comme il pouvait parce que notre véhicule est beaucoup trop récent pour les mécaniciens, on va dire, pakistanais. Ah ouais, d'accord. C'est la courroie de distribution qui avait cassé. Donc le moteur, quasi sûr, il en avait pris un coup. Alors est-ce qu'il allait redémarrer ou pas? Nous on croisait les doigts. Et il a redémarré après ces 10 jours d'attente parce qu'il n'y avait pas la pièce, tout ça, machin. Et c'est là que Saïd a été d'un soutien incroyable.
Et Shams aussi. Et Shams aussi, parce qu'il est resté avec nous à la station de police. C'était pas évident parce que bon, voilà, moins 10 degrés, il neige, t'as pas le droit de sortir de la station de police parce que c'est un peu dangereux. À chaque fois que tu vas aller faire des courses, faut que tu ailles sous escorte. Ah ouais. Et puis il a neigé. Enfin, tu vois, le contexte était. Ouais, c'était des conditions quand même. Ouais, assez spéciales, ouais. Raconter la vie à la station de police de Quetta, c'est que, par exemple, nous, on utilisait les sanitaires de la station de police. Bah, quand il a fait les moins 10 degrés, tous les tuyaux des chasses d'eau et tout était gelé. Il n'y avait pas de chasse d'eau, hein. Il n'y avait pas de chasse d'eau, en fait. Tu remplissais ton pichet et puis tu versais l'eau. Sauf que là, tu pouvais pas remplir ton pichet parce que les tuyaux étaient gelés. Tout était gelé. Et du coup, bah, je te laisse imaginer l'état des toilettes, enfin. Mais on était bien parce que ils étaient gentils avec nous, bienveillants, et ça nous a permis vraiment de comprendre un peu plus les Pakistanais, un peu leur pays, leur culture. Pendant ces 10 jours, on a eu le temps de discuter. Bah vas-y, raconte-nous un petit peu. En fait, le Pakistan, c'est quand même pas particulier, mais c'est vrai que c'est une culture totalement différente. Puis tu vois, Fred qui est indien, il y a toujours ces relations un peu spéciales. Enfin, on dit qu'il y a, ouais, voilà. Il y a des relations compliquées entre le gouvernement indien et le gouvernement pakistanais. Alors, on fait souvent très vite l'amalgame entre la population et les gouvernements. Et là, clairement, moi, quand je suis arrivé au Pakistan, au départ, en tant qu'Indien, t'avais un peu peur de dire d'où est-ce que tu viens, tes origines, tout ça. Alors si on me demandait pas, je le disais pas. D'accord. Mais quand la première fois qu'on m'a demandé, j'ai dit que j'étais Indien, le mec il m'a dit c'est super cool, on est des cousins en fait, on est pareil et tout ça. J'ai eu ce discours tout au long de notre voyage au Pakistan. On a découvert aussi, encore une fois, une population quand même très très curieuse, très chaleureuse, qui avait envie de partager sa culture. Enfin, c'était super intéressant. Même si on avait ce petit stress après avec notre véhicule, au moins d'être avec cette population, ça nous mettait du baume au cœur, quoi, en fait. Et au final, du coup, on a difficilement, mais on a fini par réussir quand même à atteindre l'Inde avec notre camion. C'était vraiment le but. Oui. Et le véhicule est décédé, on va dire, en Inde, Rajasthan, mais quand t'es au Rajasthan, il reste 3000 km pour atteindre Pondichéry. Ah la vache, ouais, d'accord, ouais. Il reste encore une sacrée route. Ouais. Et du coup, oui, on a fini par mettre notre camion, donc qui répond au doux nom de Pépette, quand même, on l'a pas précisé, dans un container parce que le moteur était définitivement mort. Et nous, on a fait une coloc avec notre ami Shams dans son van, avec notre chat, évidemment, pendant 6 jours, le temps de faire les derniers 3000 km, on va dire, et d'arriver en temps et en heure à notre mariage, quand même. Mais oui, c'est vrai, vous étiez quand même attendus. Bah oui. Oui. Non, on était un petit peu en avance, donc c'était cool. Ouais. Et juste, comment vous l'aviez rencontré, du coup? C'était sur votre route, c'est ça? Oui, Shams, on l'a rencontré en Géorgie, et puis après, une deuxième fois en Géorgie, d'ailleurs, de nouveau, et après, on s'était dit, on va peut-être se retrouver en Iran, et puis on s'est retrouvé en Iran, et puis après, c'était bientôt les fêtes de fin d'année, alors on est restés ensemble, puis après, pour l'escorte, on s'est dit que c'était plus sympa de passer la frontière. De faire ensemble, ouais. Une autre ambiance, ambiance un peu plus... Tu l'as dit, mais maintenant que t'es là, viens au mariage, franchement. Alors du coup, 6 jours pour arriver jusqu'à Pondichéry, c'est ça? Ouais, 6 jours. Ouais. Et arriver à Pondichéry, c'était genre... c'était étrange, en fait, parce que... C'était un peu l'aboutissement, tu sais. Tu rêves. Bah oui, c'est vrai. Et on était... moi, ça m'a donné une grosse dose d'émotion. Enfin, nous deux. Ouais. Et puis, faut savoir que mes parents, ils m'ont fait la surprise de débarquer alors que c'était pas du tout prévu. Ah, génial. Donc, en fait, quand t'es arrivé, tu as vu tes parents? En fait, on est arrivé 2 jours après. C'était prévu qu'on aille récupérer les parents de Fred à l'aéroport, mais les parents de Fred n'étaient pas tout seuls. Il y avait les miens aussi. Donc là, la dose d'émotion... Et toi, Fred, t'étais au courant? Non, pas du tout. Non, j'étais pas du tout au courant. Toi non plus, t'étais pas au courant, ouais. Ok. Carole a eu une dose d'émotion directe. Moi, mon cerveau, il a bugué, tu vois. Enfin, moi, je m'y attendais tellement pas. Quand je les ai vus, j'ai fait, attends. Il a fallu que on est où, là? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Et puis après, il y a nos amis, eux c'était prévu pour le coup, mais qui nous ont rejoints. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps vraiment de se rendre compte de tout ce qu'on avait vécu. Tout allait tellement vite. C'était impressionnant ce moment-là en fait. On a commencé, fallait acheter quand même nos vêtements pour le mariage. Ouais, alors donc du coup, le mariage, comment ça s'est passé? Quelles sont les traditions autour du mariage en Inde? Alors déjà, il y a eu la phase où, parce qu'on a
des couples d'amis qui sont arrivés de France. Ça a été trop bien le passage où il a fallu tous les habiller. On est parti chez le tailleur pour les filles, faire des saris, tout ça, acheter des bijoux. Génial. Ouais, moi j'ai passé beaucoup de temps avec la maman de Fred aussi, et je trouve que c'était important pour choisir ma tenue. Et ça, c'était un super moment. Et Moi, à chercher des kurtas pour les copains, sachant qu'il y en avait un qui était là, Thomas, il fait 2 mètres et quelques. Ouais. Il fait 2 mètres et quelques, il est assez baraqué et tout, enfin. Il rentre pas dans les normes indiennes, quoi. Tout l'inverse d'un Indien, donc quand il le voyait arriver dans les boutiques et tout ça, il y avait tous les yeux rivés sur lui, mais c'est qui ce géant là qui arrive? Mais bon, on a fini par réussir à habiller tout le monde. Ouais. Et après, en fait, ça se déroule vraiment. Alors le jour J, en fait, on a un tuk-tuk qui est venu nous chercher pour nous emmener. Ouais, un tuk-tuk tout fleuri. Donc vous avez le droit de vous voir la veille du mariage. Bah là, pour le coup, nous, on a un petit peu, on a un petit peu adapté les traditions, on va dire. Le petit tuk-tuk est venu nous chercher, le tuk-tuk fleuri. Et après, en fait, tout était organisé dans la maison familiale de Fred. Ah, ok. Moi, j'avais demandé, j'ai quand même mis quelques petites règles. J'ai dit, je veux pas un truc immense à l'indienne, tu sais, où t'as 500 personnes. Moi, j'ai dit, je veux un truc, on le fait tranquille, on le fait à la maison, en famille, les proches, les amis, et voilà. Et du coup, on est arrivé dans la maison familiale, ils nous ont assis sur un fauteuil. Il y a d'abord les femmes qui nous ont accueillis avec un rituel, avec un rituel particulier où elles nous bénissent en fait. Et après, on rentre dans la maison et là, on est assis sur un canapé. Donc c'est un canapé un peu bling bling. Le décor est très, tu vois, c'est coloré. Faut imaginer, c'est fleuri. C'est très Bollywood. Ouais, voilà. C'est ça. Exactement. Caro, elle a un sari rouge, doré. C'était magnifique. Waouh. Trop mignon. Oui, le matin. Vous avez des photos, hein? Oui, il y a des photos. Mais j'ai oublié de dire que on mettra une photo sur Insta, alors. Ouais. Et j'ai oublié de dire quand même que le matin, moi, j'ai été me préparer chez la billeuse et la coiffeuse et la maquilleuse. Ah, d'accord. Donc là, Fred ne t'a pas vu. Voilà, là, il m'avait jusqu'au tuk-tuk, quoi. Voilà, jusqu'au tuk-tuk. Et puis après, en fait, c'est tout un cérémonial. Il s'ensuit plein de rituels l'un après l'autre. Il y a tout le monde, tous les invités qui passent te bénir. Donc là, ils te mettent un peu de poudre de santal sur le front. De santal sur le front et ils te bénissent, ils te disent leurs vœux. Ouais, tu mets du riz sur ta tête et tout. Enfin, il y a toutes des traditions comme ça. Après, t'as les femmes de la famille importante comme ma grand-mère, ma tante et ma mère qui enroulent une noix de coco par exemple avec un peu de riz et une feuille de bananier, je crois. Oui. En fait, ça symbolise un peu la fertilité et qui enroule ça dans le sari de Caro au niveau de son ventre et qui font un petit rituel comme ça pour qu'on ait des enfants. Bon, alors ça, c'est vraiment dans les traditions parce que malheureusement pour eux, nous, on ne sait pas trop dans nos projets pour le moment d'avoir des enfants, donc ils se sont dit bon allez, avec un peu de chance, ça va marcher avec la noix de coco et on va faire des bébés. Et puis après, il y a un grand repas, quoi. Ouais. Un grand repas traditionnel où on mange sur une feuille de bananier tous ensemble. Enfin, tous ensemble. Oui, tous ensemble. Et ensuite, on s'est retrouvés, nous, dans le parc d'un hôtel, mais en plus petit comité, pour danser un petit peu, pour que ce soit un peu plus festif, en fait. Ok, et du coup, il n'y a pas enfin, comme en France, est-ce que vous prenez comme épouse, oui, machin, non, il n'y a pas tout ça? Eh ben non. Ah bah si, il y a eu le tali et tout ça. Ah. Bah alors, si vous nous racontez pas. Non, parce que le tali, on l'avait fait en France. En fait, il y a pas de bague en Inde. C'est une chaîne qu'on met au cou de la femme. La corde. En fait, tu accroches une corde qui s'appelle le tali. Et au bout d'une semaine après le mariage, tu refais une petite cérémonie et où tu lui donnes une chaîne en or qui symbolise que tu fais partie de la famille maintenant. Ouais. Chaîne que tu as. Donc ça, finalement, vous l'avez fait en France, c'est ça? Oui, ça, on l'avait fait en France. Donc on a fait un petit micmac pour que ça fasse comme ça on le refaisait en Inde, mais c'était un peu différent pour le coup. Mais on a eu des couronnes de fleurs à la place. On s'est échangé des couronnes de fleurs. Des belles couronnes de fleurs de jasmin. Ouais. Oh, d'accord. Ouais, c'est un moment en fait. C'est plein d'émotions en fait. C'est très fort parce que tu sens que les femmes, elles te donnent vraiment leur accord. Enfin, la famille, les proches, que. T'as
On allume des bougies à un moment donné. Ouais, En fait, ouais, t'as ouais. plein de petits rituels comme ça qui ont leur sens et Voilà, t'as les anciens aussi à un moment donné où toi les parents où tu leur on se met à genoux devant les anciens, on leur ouais, montre notre respect et tout ça et ouais, c'est assez, c'est vraiment plein d'émotions ce moment en fait. Et donc du coup, vous avez dansé après, c'est ça? Vous avez célébré en dansant? Oui, bah pour nous c'était une obligation. Si tu te maries en Inde, tu fais une danse quoi. ouais. Enfin même si, D'accord. Déjà nous, on aime bien danser. ouais, nous on adore De base. danser et donc on avait Ah, prévu c'est une petite génial. danse Bollywood. En fait, non, c'est même pas ça. Vous étiez entraînés et tout avant? Attends, parce que c'est complètement par hasard. On s'était même pas trop entraîné. Au final, on se baladait dans Pondichéry peut-être 4-5 jours avant le mariage. Ah ben Et oui. en fait, il y avait Une porte ouverte. une pancarte avec marqué cours de Bollywood, porte ouverte, machin, des réductions et tout. Nan, nan. De danse, on fait allez boum, on s'inscrit, tac, on y va, on fait 1 heure de cours Bollywood avec un prof de danse qui était trop cool. Et au bout d'1 heure, ils nous disent vous voulez refaire 1 heure? On a fait bon allez, on est reparti pour 2 heures, on suait comme pas possible. Parce qu'il faisait tellement chaud. Le Bollywood c'est un sport mais de dingue. Ouais, ouais, Faut ouais. un cardio là, faut être Ah entraîné. ouais. Et puis au final, bah, cette petite danse qu'on a appris là, on l'a faite au mariage 3 jours plus tard. Et Ah génial. Instagram si tu veux. ouais, ouais, c'est vrai qu'elle y est. Ah oui. Ouais, il y a la petite vidéo de la danse Bollywood. Et alors, est-ce il y a d'autres choses, d'autres traditions au mariage ou on a fait à peu près le tour là? Bah là, je crois qu'on a fait. On a fait à peu près le tour. Mais c'est une différence en fait entre les mariages comme nous là, où c'était Ouais. entre guillemets laïque quand même. Oui, et puis laïque, mais il faut préciser quand même que Fred, sa famille, il fait partie de la minorité catholique en Inde, donc c'est autre chose que les mariages qui durent 4 jours là, les mariages des hindouistes. Donc et puis vu qu'on avait demandé à ce que ce soit un petit comité, ça a été respecté aussi. Sinon c'est vraiment sur 3 jours. T'as une journée où t'as des séances photos. Toi, les mariés sont sur une scène et tout le monde se succède pour prendre une photo avec eux. Enfin. Oui, c'est peut-être un petit peu. Ouais, Un petit j'avais peu fait le trop. mariage d'un ami à moi en Inde il y a Ouais. quelques années, il y avait 1000 personnes quoi. Ouais, ouais, ouais. Oh la vache! Ah oui, d'accord. En fait, ils ont pour tradition de faire des très 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 gros mariages, quoi. Ouais. Ouais. Très C'est très gros important, mariage. toute la ville. important le mariage. Hein. Ouais. Pour te dire, il y avait 1000 Ah ouais, personnes. d'accord. Nous, on était venus en voyage organisé. On Avec était ton papa. avec Ouais. mon père qui organise des voyages. On était 30 personnes. Et quand il a su que j'étais là, il m'a dit, il faut absolument que tu viennes à mon mariage, tout ça. Et moi, je lui ai dit, bah, écoute, là, je peux pas parce que je suis avec des amis, je peux pas les laisser, on est en voyage. Et il me dit, mais vous êtes combien? Il me dit, on est 30. Il me dit, bah, viens avec les 30. Et ça, c'était à une semaine du mariage. Il me dit, bah, viens avec les 30. Mais après, on n'est plus à 30 près, quoi. Voilà, je pense que c'est ça. Alors du coup, vous faites la célébration avec votre famille, avec vos familles du coup même. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Parce que finalement, on n'a pas vraiment redit les dates de votre périple, mais c'est une période qui commence à être assez compliquée pour le monde entier, n'est-ce pas? Oui, bah oui, parce qu'on se marie le 29 février exactement en Inde. 2020. Ouais, c'est vrai que la date, elle est particulière, en plus 29 février. Et c'est vrai que depuis qu'on est au Pakistan, on entend vaguement parler, mais très lointainement parler d'un certain virus qui commence à C'est pas contaminer vrai. Un notamment virus. l'Europe. Ouais. Mais qu'est-ce? Et puis c'est vrai que ça nous paraissait très loin ce virus en Inde qui au début n'était vraiment pas touché par pas plus que ça quoi. Et puis au final alors qu'on est en voyage avec les copains dans le sud de l'Inde après le mariage, bah là on commence à sentir que ça sent vraiment le roussi en fait. Le virus il commence à atteindre l'Inde et on sent la situation changer. On fait un tour dans le sud de l'Inde à ce moment-là avec tous les potes. Ouais. Et on traverse un état qui s'appelle le Kerala. Et quand on sort du Kerala, on apprend qu'il y a un cas de Covid au Kerala et qu'ils sont en train de confiner là-bas. Donc tu vois là, on commence à être en plein dedans et là on se dit, ça commence à réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? On reste, on se fait rapatrier. Mais à ce moment-là, c'est toujours compliqué de se dire, on fait, bah attends, c'est quoi De toute façon, on pouvait pas se faire rapatrier à ce moment-là parce que notre vol était toujours prévu. Parce que vous aviez prévu de rester combien de temps? En fait, c'était prévu qu'on rentre après mon anniversaire, je crois le 25 mars. Ouais. Ah d'accord, ok. Donc il y avait une date de retour. Oui, on avait une date de retour parce qu'en plus on venait d'être embauché au camping ici et on devait commencer notre saison au camping le 30 mars.
Ouf, d'accord. Et en fait, c'est vrai que au début, on s'est dit, de toute façon, notre billet d'avion est toujours là, on n'a pas de quoi, enfin financièrement, on pouvait pas forcément prendre un autre vol. Donc voilà, on est resté en Inde. Et puis petit à petit, quand les choses ont commencé à changer, le 22 mars, le jour de mon anniversaire, l'Inde se confinait en fait. Donc là, l'ambassade commençait un peu, on nous a demandé de nous faire connaître auprès des ambassades. Donc on Ouais, s'est nous enregistrer pour qu'ils puissent nous contacter en cas de vol de rapatriement, tout D'accord. ça. Ouais, bon, on nous avait bien dit que le rapatriement, normalement, s'il y avait pas, c'était pas la guerre ou je sais pas quoi, il y en avait pas. Mais au final, vu que le virus a été sans doute plus virulent que ce qu'ils imaginaient, bah ouais, on a été confinés 2 semaines en Inde, je crois, et puis après on a eu un vol de rapatriement. Et avec un couple d'amis, on est resté confinés dans la maison familiale, heureusement qu'il y avait ça dans la maison familiale de Fred. Bah, c'est clair. Mais sachant que ta famille, elle avait été confinée, pas à Pondichéry, mais enfin, il y a une partie de sa famille qui vit à Chennai, à Madras, un peu plus loin. Et nous, on était tout seuls dans la maison, quoi. Là, ça commence à être compliqué quand on est dans la maison familiale. Bah, tout va bien parce qu'on a un toit. Oui, c'est vrai. Mais Ouais. on est confiné à Pondichéry. Je suis avec trois de personnes de couleur blanche. 3 Européens. Et en Inde, même si à Pondichéry, ils ont quand même l'habitude, tu vois, parce que c'est un ancien comptoir français, tout ça, et donc ils voient pas mal, un peu de touristes et tout. Mais quand même, tu vois que les policiers, ils disent, faut pas trop qu'ils sortent, parce qu'il y a eu une petite frayeur de l'européen à ce moment-là. Ah oui, à cause du virus. Oui, en fait, pour eux, on est un peu ceux qui amènent le virus. Et puis en Inde, être malade, c'est pas comme en France, quoi. Les soins coûtent cher. Enfin, c'est beaucoup plus délicat. Donc, En Inde, la santé est un luxe, donc les gens, ils ont peur tout de suite, quoi. donc ouais, on sent quand même que l'ambassade nous fait comprendre qu'il y a un vol de rapatriement et un seul, qu'il n'y en aura pas d'autre. Et que c'est celui-là qu'il faut que vous preniez, c'est ça? Voilà, faut prendre celui-ci. Sauf que Attention, parce que rien n'est facile chez nous. on a un chat. Et Mais là, oui, c'est ça pose vrai. problème. Et là, ils nous disent, bah, par contre, le chat, il peut pas rentrer. Et nous, on leur dit, mais s'il rentre pas, nous non plus. Sauf que nous, on s'est dit, faut absolument qu'on prenne ce vol parce que c'est le dernier, parce qu'on a du travail, et parce qu'après, on sait pas comment ça va se passer en Inde et quand est-ce qu'on pourra rentrer. Mais comment ça se fait? Normalement, on peut emmener son chat dans l'avion. Ben oui, mais là, dans le contexte du Covid, du jour au lendemain, certaines compagnies qui prenaient les animaux ont décidé de plus les prendre. Mais sans donner de raison. Bah, sans donner de raison particulière en soi. Hein. Ouais, ils donnaient comme raison les causes sanitaires, Rien de très sans clair plus. en fait. On sentait que c'était un peu... on n'avait pas de réponse à nos questions, pas de réponse claire, on savait pas qui joindre pour avoir des réponses. C'était Là, ça a été une bataille de fou. On a été, déjà, nous, on était à Pondichéry, l'aéroport était à Chennai. Donc déjà, c'est à 1 heure de route. Plus que ça. Hein. 1 heure et demie de route. Ouais, je crois que tu mets bien 2 heures. Enfin bref. Ouais. En tout cas, il fallait que l'ambassade de France à Pondichéry nous emmène à Chennai. Ils acceptent ça. Première étape. Et pour ça, il fallait qu'on leur dise que notre chat allait embarquer dans l'avion parce qu'une fois qu'on est à Chennai, eux, ils peuvent plus s'occuper de nous après. Donc on leur dit, mais emmenez-nous, vous inquiétez pas, on embarquera dans l'avion. Au départ, ils voulaient pas. On s'est battu. On a réussi à obtenir des papiers. Il y a eu plein de péripéties. Ouais, il y a eu plein de péripéties pour... J'ai essayé d'aller voir un vétérinaire à Pondichéry. J'ai failli me faire embarquer mon scooter par des policiers parce que j'avais pas le droit de sortir. Mais je leur dis, mais je décolle après-demain, il me faut des papiers pour mon chat. Et là, on veut pas le savoir. Ouais, le confinement en Inde est très dur. Hein. Les policiers sont dehors et veulent vraiment qu'ils soient respectés. C'est vrai que nous, ça a été compliqué d'avoir des papiers qu'on nous demandait qui étaient... Enfin, c'était très difficile de les avoir dans le contexte du Covid, quand tu peux plus sortir, quand tu peux plus bouger. Et puis le jour J, arrivé à l'aéroport, bah, c'est là où on s'est dit, maintenant qu'on est là, de toute façon, on va tout faire pour décoller. Et c'est ce qu'on a fait, quoi. Entre-temps, on s'est battu. Enfin, on a utilisé les réseaux sociaux, encore une fois. On a réussi à obtenir le numéro de téléphone du président du syndicat des pilotes de chez Qatar Airways. C'était la compagnie de rapatriement, ouais. Ouais. Enfin, on a réussi à obtenir tout ce qu'on pouvait pour mettre toutes les chances de notre côté. Et en fait, au moment de l'embarquement, le gars, il nous dit non, ça va pas être possible avec le chat. Oh non, il dit non, vous prenez pas l'avion. Et là, putain, mais enfin,
Je sors de l'aéroport, je rencontre la consul de France qui était là. Non mais moi de toute façon j'étais pas du tout pour que vous Fallait laisser votre embarquiez. chat, quoi. Fallait abandonner votre chat ou je sais pas quoi. Fallait laisser votre chat. Voilà, non faut pas, vous allez pas pouvoir embarquer. Moi j'ai dit mais si, il faut qu'on embarque. On est là maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Et là je retourne parler avec la compagnie aérienne et ils me disent mais de toute façon vous avez même pas le bon sac. Et je leur dis mais qu'est-ce qu'il faut? Il vous faut une boîte. Ils disent ouais parce qu'elle peut voyager qu'en soute. Et Au final, normalement on devait la monter en cabine, donc on avait juste le sac. et c'est à ce D'accord, moment-là ouais. qu'il nous donne l'argument que finalement, si elle peut pas, s'il l'accepte pas, c'est juste parce qu'on n'a pas le bon sac. C'est juste pour un problème C'est fou. qu'elle va voyager en soute. Donc on lui dit, oui, donc elle peut voyager. C'est juste le bagage qui est pas bon. Il nous dit oui. Et ben alors, Et là, moi, je lui dis, je te fabrique une boîte, là, en 1 heure, je te fabrique une boîte. Et en fait, on était là, on dit, mais si c'est la boîte le problème, mais on va t'en trouver une, c'est sûr. Non mais oui, c'est ça. Bon là, du coup, vous avez fait comment? Et là, on est à 1 heure et demie du décollage de l'avion. Oh là Et là. là, toute Chennai est confinée. Il y a aucune boutique d'ouverte. ouais, ça fait bizarre, hein, l'Inde, Et un là, pays qui grouille comme ça, confiné, c'est vraiment spécial aussi. Hein. là, c'est pas la consul parce qu'elle nous a pas du tout aidé, mais une autre personne de l'ambassade qui avait un peu pris notre sujet à cœur, elle vient me voir, elle me fait, il y a un pet shop qui est ouvert. Ouais. Et je fais, c'est pas Mais possible. comment c'est possible? Et elle me dit, Non il y a un mais pet c'est shop. fou, tout est fermé sauf le pet shop. Il y en avait un. Parce que le pet shop est ouvert et c'est à 20 minutes de route par contre. Ouf, donc ça veut dire 40 minutes quoi. Ouais, c'est ça. Ils nous prêtent une voiture de l'ambassade avec un chauffeur et là on part, tu vois. Je pars avec le chauffeur et je lui Course dis contre la montre. speed Ouais. et tout machin. Il y avait un écriteau de l'ambassade sur la fenêtre, donc du coup on se faisait pas arrêter par les barrages de police. Je vois tous les magasins fermés et quand on arrive, il y a une boutique avec de la lumière toute petite. Et c'est un pet shop, le mec il avait toutes les boîtes du monde, enfin Non mais c'est fou quand incroyable. même. Je lui ai même pas demandé pourquoi il était ouvert, j'ai juste acheté une boîte. Et t'es arrivé à temps et on a pu embarquer Rouflaquette. Mais Oh ce génial. qui nous a sauvé la mise dans ce coup-là, c'est vraiment le fait que l'excuse qu'on nous ait donnée, c'est juste qu'on n'avait pas le bon sac, quoi. Mais heureusement ouais, qu'ils vous ont dit ça quoi. Ouais. Et donc on a pu prendre l'avion et rentrer avec Rouflaquette. Oh génial. Ouais, jusqu'au bout. Ce périple a Ah non été mais c'est surtout une fin de périple rocambolesque quand même. Ouais. Ah oui. Ouais, mais c'est ce que je dis souvent, c'est que à partir du moment où on a traversé la frontière entre l'Iran et le Pakistan, on a eu un concentré d'émotions, que ce soit en bonheur, en joie ou en peine. Mais ça a été tellement intense, je te jure. On est arrivé à Paris, on a été confiné 15 jours en quarantaine un peu dans une maison pas loin de Paris. Enfin, il y a eu une descente. Oh là là, enfin, on a dormi enfin, on s'est reposé quoi. On s'est reposé. C'était tellement violent On a en termes digéré d'émotions. un peu tout ça là. Ouais. Ah ouais, quel voyage. Oh là là, mais quelle histoire. Oui. Oh. Ouais, c'était incroyable. Bon, dans un monde sans Covid, quels étaient vos projets là un peu pour après ce grand périple? Et ben là, le projet, donc vu que notre van est resté en Inde puisque le moteur est mort, donc là Mais après oui. la saison, on a un nouveau van qui nous reste Oh génial. à aménager. Et le but après, ce serait, nous on aimerait repartir et bon, on aimerait aller jusqu'en Asie centrale. Ça, ce serait. D'accord, carrément. Avec notre pépette, la Renault Master, normalement on devait la laisser en Inde, rentrer en France pour travailler la saison, repartir en Inde et prendre la route des pays en stand de l'Asie centrale, tu vois, et remonter jusqu'au Kazakhstan. Ah ouais. Et comme ça n'a pas été fait, on a un petit sentiment que voilà, il faut qu'on retourne par là-bas parce que c'est vraiment quelque chose qu'on avait envie de faire. Et donc là, on a acheté un nouveau véhicule, on va le réaménager et on va voir comment aussi si les frontières rouvrent et comment elles réouvrent et quand. Enfin, c'est ça. Ouais. Voilà, on a toujours, nous, notre truc, c'est qu'on a toujours des projets et après, on voit comment les réaliser, mais voilà, après, de toute façon, on prend Au les moins, choses vous comme pouvez elles prendre votre temps pour aménager le van comme vous voulez quoi aussi, c'est pas mal. Oui, voilà. Et il sera prêt au moment au moment opportun. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, vous avez complètement adopté ce mode de voyage, quoi. Maintenant, c'est que comme ça. Ouais, je crois que c'est devenu presque notre mode de vie, là. Ouais. D'être sur les routes. De l'après-tour du monde, quand on est rentré en Guadeloupe et qu'on se posait la question, ah, c'est bien peut-être de se poser. Mais aujourd'hui, cette question, elle se pose même pas, parce que on n'a vraiment pas envie pour le moment.
Pour le moment, c'est juste le voyage. Donc là, on est un peu contraint et forcé de rester dans le coin, mais bon, on a plein de projets qui sont en cours et tout ça, donc ça nous tient, tu vois. Mais évidemment, là, même après une saison au même endroit, on a envie de bouger, quoi. Ouais, on tient pas en place. Eh ben, écoutez, je vais vous proposer de conclure cet épisode, par exemple en encourageant les personnes qui n'osent pas faire un grand voyage comme ça en road trip ou tout lâcher, acheter un van et puis partir sur les routes. Nous, ce qu'on a toujours dit, c'est que on veut pas vivre en se disant ah si j'avais su, j'aurais fait ça ou ça. En fait, on veut vraiment, on n'a qu'une vie. Normalement, oui. Normalement, on n'a qu'une vie. Donc, je pense qu'il faut quand même tout faire pour réaliser ses projets et surtout pas avoir de regrets. Voilà, après, faut toujours, même si on a des doutes ou des peurs, faut mieux essayer, quitte à se tromper un peu. Mais au moins, on sait qu'on a essayé et on sait ce que ça donne, quoi. Mais je trouve que c'est tellement important de réaliser ses rêves ou de se donner les moyens de les réaliser. Se donner les moyens, ouais. C'est clair. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup de la petite heure, ou grosse heure même, que vous m'avez accordée. Ouais. Franchement, je suis partie avec vous. Enfin, je vais avoir du mal à réatterrir, je pense. Et j'espère que la magie a opéré aussi avec les auditeurs. Donc, merci beaucoup pour de nous avoir raconté votre beau voyage. Merci à toi, c'était un plaisir. C'était un plaisir de partager ça. Chouette. Bon, et on se dit à très vite. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.